tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vous conseille aujourd'hui 5 dramas qui parlent de littérature et du monde des livres de manière générale. J'ai essayé d'être assez variée dans mes choix de dramas dont je vais parler dans cette vidéo. J'ai choisi un drama japonais, 3 dramas coréens et un drama thaïlandais. Peut-être que si vous avez l'habitude des dramas, vous pouvez plus ou moins deviner desquels je vais parler. Mais sinon, c'est aussi une très bonne occasion de découvrir le monde du drama si vous me suivez exclusivement pour les livres et que vous connaissez mal les dramas asiatiques. Ben voilà, 5 conseils de drama à regarder si vous aimez le monde du livre, de la littérature. Et je vous propose de commencer par découvrir la première série que j'ai sélectionnée, que j'ai classée par ordre chronologie de sortie. Il s'agit de Essin Interviewer no Yutsu. Pas facile à prononcer, croyez-moi. C'est une série japonaise qui possède 10 épisodes qui est sortie en 2013. Et ici, on va suivre un écrivain qui est atteint de syndrome de la page blanche après avoir sorti 99 romans. Le public l'attend avec impatience pour son 100e roman, sauf qu'il est incapable d'écrire la moindre ligne. Il n'a aucune idée de ce qu'il veut montrer, et lorsque son éditrice Rika vient pour faire une petite mise à jour sur la situation, elle est plus que stupéfaite de découvrir que Jiro n'a absolument rien écrit jusqu'à présent, et elle commence aussi à angoisser par rapport à la pression que lui mettent ses chefs dans l'équipe éditoriale pour avoir ce manuscrit en avance avant la date finale pour pouvoir commencer le projet éditorial sur ce roman. Et du coup, Jiro, conscient de la date limite et de tout ce qu'il y a à faire autour, commence à faire des recherches sur le net, des affaires non résolues, des faits divers qui pourraient potentiellement l'intriguer pour pouvoir continuer son avancée, commencer son avancée, ce serait déjà pas mal. Et du coup, il va tomber sur une affaire qui s'appelle Double meurtre aux tulipes. C'est une affaire qui s'est déroulée il y a une douzaine d'années dans un village campagnard au Japon, où 2 cadavres de jeunes femmes ont été retrouvés pendus dans une mise en scène florale, et personne n'a jamais réussi à résoudre cette affaire. Et du coup, ce duo d'écrivains et d'éditrices vont se déplacer jusqu'à ce village. L'éditrice surtout pour surveiller le travail de l'écrivain, et l'écrivain pour pouvoir interroger les villageois pour lui donner des idées d'intrigue pour ce roman, puisque lui, c'est pas forcément la résolution de l'affaire qui l'intéresse, mais surtout avoir des idées d'intrigue. Et de fil en aiguille, ils vont petit à petit découvrir des indices pour pouvoir résoudre cette affaire. Le seul problème, c'est que Jiro, il a un physique pas forcément avantageux et qui effraie même ceux qui l'abordent, et du coup, il a un alter ego à qui il demande d'intervenir en lui, qui s'appelle Kirio, et qui est spécialisé dans l'interview, qui a un physique beaucoup plus avantageux que lui. Donc c'est une sorte de double personnalité, mais avec un côté fantastique, assez léger, mais c'est présenté comme du fantastique plutôt qu'un syndrome de double personnalité. Donc voilà, c'est un drama qui est assez haut perché. Si vous n'avez pas l'habitude des dramas policiers, c'est pas forcément le premier vers lequel je vous conseillerais de vous diriger, sauf si vous aimez vraiment tout ce qui est burlesque, par exemple humour Monty Python par rapport à l'humour anglais. Si vous aimez ce genre de burlesque là, vous devrez pouvoir aimer l'humour qui est présent dans ce drama là. Il y a des scènes et des apparitions des fois de personnages et d'objets totalement what the fuck, totalement inattendus, qui n'ont rien à faire là, et qui questionnent forcément, qui surprend aussi, mais pas seulement dans la mise en scène, mais aussi dans l'intrigue même. Il y a franchement des moments qui m'ont plutôt surprise, même dans la résolution de l'affaire. Moi qui ai l'habitude des dramas policiers, là on peut se dire que ça va être quelque chose de léger, c'est le cas, mais c'est assez bien écrit et suffisamment surprenant pour que moi ça m'ait plu. Après, je
pense que ça ne plaira clairement pas à tout le monde, ne serait-ce déjà de base que pour l'humour japonais qui ne plaît pas à tout le monde. L'aspect vieillissant parce qu'il est sorti en 2013, donc il y a une dizaine d'années, et ça se voit à l'image. Mais par contre, à côté de cela, vous avez affaire vraiment à une histoire assez originale, à un duo d'acteurs campé par Nakamaru Nyuchi et Kimura Fumino qui sont de base et qui ont ici une alchimie incroyable dans ce drama-là. Donc, je vous le conseille si vous avez l'habitude de l'humour japonais. Sinon, c'est pas forcément un bon drama pour découvrir les dramas japonais, mais pourquoi pas, puisque ça reste quand même assez léger, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas. Voilà. Pour le prochain drama, c'est un drama coréen qui est sorti en 2017. Il s'agit de Chicago Typewriter. Excusez mon accent anglais. C'est un drama qui fait à peu près 16 épisodes, qui est disponible sur Netflix, et c'est une histoire à double temporalité, puisqu'on suit 3 personnes durant les années 30, donc pendant l'occupation japonaise. C'était 3 personnes qui étaient des révolutionnaires et qui ont sacrifié leur vie pour la liberté coréenne. Et ces 3 personnes vont renaître, se réincarner en 2017. Alors, leur réincarnation n'a aucun souvenir de leur vie précédente. Donc il y a Han Se-ju qui est un écrivain très talentueux et populaire en Corée qui est idolâtré par ses fans. Et parmi ses fans, il y a Jeon Sol qui est considérée comme sa fan numéro 1 tellement elle est passionnée par ses romans, par lui. Et ces 2 personnes vont se rencontrer et à partir de là, ils vont avoir des brides de souvenirs de ces années 30 et ils vont commencer à enquêter sur ce qui a pu se passer pour entraîner leur perte à tous les deux. Han Se-ju qui est atteint lui aussi du syndrome de la page blanche. C'est un fait qui est assez répandu dans les dramas qui parlent d'écriture. Souvent ce sont des personnages qui ont le syndrome de la page blanche. Et donc là, lui, il va rencontrer un jeune homme mystérieux qui lui propose d'être son prête-plume, donc une personne qui écrit à sa place, sous une seule condition un peu étrange et mystérieuse. Et c'est le départ du coup d'une enquête sur cette double temporalité et ces brides de souvenirs mystérieux qu'ont ces personnages. Ces 3 personnages sont liés, ils ne savent pas par quoi. Et c'est très bien écrit. Très souvent, moi j'ai du mal avec ce trope de réincarnation, surtout quand il y a de la romance derrière, parce que je ne perçois pas la romance actuelle. Je m'attache à la romance des réincarnations passées, mais j'ai toujours cette question qui reste en moi quand il y a ce trope-là, cette forme d'intrigue-là, de si ces personnages s'étaient rencontrés à notre époque actuelle, sans leur souvenir, le côté réincarnation, tout ça, est-ce qu'ils auraient pu tomber amoureux, est-ce qu'ils auraient pu avoir des sentiments, est-ce que cette romance aurait pu avoir lieu même sans ces souvenirs-là. Et du coup, moi, ça me coince parce que j'ai juste l'impression que la romance n'est pas forcément attachante, n'est pas forcément réelle, et qu'ils ne se retrouvent ensemble que parce qu'ils ont été ensemble dans leur vie antérieure. Donc je suis toujours un peu mitigée par ce genre de plot-là. Ici, ça fonctionne très très bien justement parce qu'il y a ce 3e personnage qui fait le lien entre tout ça. Je ne peux pas en dévoiler plus pour ne pas vous spoiler, mais ce 3e personnage fait que l'écriture du couple principal est plus logique, plus réelle, et on sent vraiment qu'il y a un réel attachement pour le coup, réincarnation ou pas réincarnation, et il y a une très belle écriture de quatuor de personnages principaux, enfin de ce trio de personnages principaux, mais il y a un 4e personnage qui est assez important aussi, que je mets à la même place que les 3 autres. Et du coup, c'est un drama qui est très bien écrit, que je vous conseille absolument parce qu'il fait partie de ces rares dramas qui se comptent sur les 10 doigts, sur nos 10 doigts, sur les dramas qui se passent pendant l'occupation japonaise en Corée. Sachez qu'il y en a très peu de ces dramas-là qui se déroulent durant cette époque-là. C'est une période historique encore très présente
dans les mémoires des Coréens, ça a encore du mal à passer. Et du coup, il y a assez peu de séries sur ce sujet-là qui sont en plus bien faites parce qu'il y en a, mais c'est pas toujours très réussi. Là, c'est le cas. Et pour le côté littérature, que je vous conseille aussi de voir pour cette thématique-là, puisque le côté littérature pour les deux époques, donc un personnage qui écrit des livres dans les deux époques, et du coup, je trouve ça assez intéressant de voir les différences de diffusion des romans par rapport aux années 30 et par rapport en 2017. Forcément, on n'avait pas la même consommation, le public n'achetait pas autant de romans, que ce soit dans les années 30 ou en 2017, où là c'est beaucoup plus facile pour se procurer un livre, et il n'était pas consommé de la même manière, il n'y avait pas la même publicité faite autour, et je trouve ça hyper intéressant justement ce juste milieu de voir tout ça entre ces deux époques parallèles. Et voilà, c'est vraiment un drama qui est exceptionnel, que je n'ai pas mis dans mon top 10 drama, mais il est vraiment très très bon, il est très bien réalisé, il y a une très bonne cinématographie à l'image, une très belle photographie, un excellent jeu d'acteur, une excellente alchimie dans le quatuor principal. Et parfois, par contre, avec les acteurs secondaires, c'est mi-figue, mi-raisin. Par contre, il y a quelques acteurs secondaires qui sont un peu au-dessous, mais vraiment, c'est rien par rapport à la qualité de l'écriture de ces dramas et à la qualité visuelle de ce drama que je vous conseille absolument. Ensuite, on passe à un autre drama coréen assez populaire. Il s'agit de Romance is a Bonus Book, qui est sorti en 2019. Il a 16 épisodes et vous pouvez le retrouver sur Netflix, je crois, s'il y est toujours. Et ici, on est plus dans l'aspect comédie romantique, où on va suivre Gang Dan-hee, qui est une personne, une femme quarantenaire, qui cherche à retrouver du travail après avoir arrêté pendant plusieurs années pour élever sa fille, sauf qu'elle n'arrive pas à trouver du travail. Et un jour, la maison d'édition de son meilleur ami, Chan Eun-ho, ouvre un recrutement libre avec candidature libre, et elle décide de modifier son parcours et son diplôme, chose normalement interdite, mais comme elle n'arrive vraiment pas à trouver du travail avec sa carrière déjà incroyable et son parcours scolaire aussi incroyable, du coup elle décide de modifier un tout petit peu son CV pour pouvoir postuler à la maison d'édition de son meilleur ami, et surprise, elle est embauchée parmi tous les autres candidats. Et c'est le drama qui va le plus loin dans le monde du livre, et notamment dans le monde éditorial, aussi bien dans le suivi de l'écriture du livre, mais aussi à chaque étape, aussi vraiment chaque étape de l'édition du livre, que ce soit de la conception, de la communication, du physique du livre jusqu'à la vente. On suit vraiment toutes les étapes éditoriales, le drama évolue au sein d'une maison d'édition, et c'est des 5 dramas celui qui va le plus loin vraiment dans le monde du livre, où on voit le plus de choses dans le monde de l'édition et aussi dans le monde de l'écriture, puisque Cha Eun-ho, en plus d'être éditeur, est aussi écrivain, un écrivain assez célèbre. Et c'est hyper intéressant, franchement, c'est un drama aussi que j'ai adoré, alors que la romance, enfin les comédies romantiques à l'époque où je l'ai vu, c'était pas trop mon truc, mais celui-ci, il y avait un truc qui fonctionnait, que ce soit l'alchimie du couple principal, mais surtout, je pense, dans l'écriture, et aussi, il y a une très grande place accordée à la place de la femme en Corée, et par le biais de Gang Dan-hee, on voit à quel point c'est compliqué pour les femmes de trouver du travail en Corée, alors qu'on leur demande de prendre du temps pour s'occuper des enfants. Lorsqu'elles veulent retourner dans le monde du travail, c'est impossible. Et c'est très intéressant à voir du coup, notamment tout le côté éditorial qui est assez intéressant à découvrir par rapport à nos différences en France. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns, notamment dans la conception du livre et dans la communication aussi. Et il y a aussi l'éditeur en chef, le président de cette maison d'édition là,
qui va de lui-même faire les librairies pour checker la visibilité de ses livres et qui n'hésite pas à aller voir les clients des librairies qu'il trouve pendant ses visites pour leur conseiller les livres de sa maison d'édition. C'est assez drôle à voir du coup de voir jusqu'où il est prêt à aller pour vendre ses bouquins. On sent qu'il est passionné mais qu'il redoute toujours le succès de ses livres puisque il sait qu'il met pas trop l'accent sur la beauté, le visuel du livre. Lui, il accorde plus d'importance à l'histoire, mais du coup, les gens vont moins vers ces romances-ci. Donc, ça place toute une question intéressante autour de la beauté du livre par rapport à la qualité. Une question qui revient très souvent aussi, nous, dans notre communauté Booktube. Je vous conseille absolument ce drama. Mais pour autant, mon plus gros coup de cœur et qui pour le coup est dans mon top 10, il s'agit de It's Okay to Not Be Okay, un drama coréen sorti en 2020 et qui a connu un assez grand succès quand il est sorti sur Netflix. Je crois qu'il y est toujours, j'ai un doute, mais je crois qu'il est toujours sur Netflix et sur Viki, il me semble. Et c'est un de mes dramas préférés, donc qui est dans mon top 10. J'ai adoré, tout simplement parce que il y a énormément de thématiques qui sont réunies et pour autant ce n'est absolument pas brouillon, c'est très bien fait. Ici on suit Go Min-young, qui est une autrice de contes pour enfants, qui va rencontrer un jour Moon Kang-tae, un infirmier qui travaille dans un hôpital psychiatrique, lorsqu'un patient devenu fou va soudainement s'attaquer à eux et Moon Kang-tae va sauver Go Min-young qui va avoir vraiment un coup de foudre pour ce jeune homme, une attirance presque malsaine pour lui, vraiment physique. Elle va découvrir qu'il a un frère, Moon Sang-tae, atteint d'autisme, qui est passionné de dessin. Et de là, Go Min-young va leur proposer un marché. Elle embauche Moon Sang-tae en tant qu'illustrateur pour son prochain album de contes pour enfants, si ils acceptent tous les deux de vivre avec elle dans son manoir familial d'enfance. Go Min-young, c'est l'équivalent de la méchante sorcière dans les contes. Elle a la particularité à chaque fois de faire gagner la sorcière ou la méchante sorcière dans ses contes par rapport aux gentils, et c'est vraiment sa marque de fabrique, ce qui fait que ses contes sont encore plus trash que d'habitude. C'est souvent un reproche que lui fait son public. Travailler avec Moon Sang-tae, elle va petit à petit se rapprocher de Moon Kang-tae, cet infirmier qui est embauché dans l'hôpital psychiatrique de cette campagne. Et ce que j'ai adoré, c'est que le drama, et c'est très rare, fait vraiment attention au développement de ces personnages secondaires. Très souvent, malheureusement, dans les dramas, les personnages secondaires ont tendance à être laissés de côté, malgré le fait qu'ils sont hyper intéressants, qu'ils ont une histoire hyper importante au début. Petit à petit, ils sont laissés de côté, ils sont oubliés au profit des personnages principaux, et là, ce n'est absolument pas le cas. Vraiment, le drama fait très attention à développer ces personnages secondaires et notamment les patients de cet hôpital psychiatrique où Go Min-young va notamment animer des ateliers d'écriture et d'imagination pour les patients de cet hôpital psychiatrique. Et ce qui est aussi un très bon point, c'est que même lorsque leur histoire sont terminées, lorsqu'ils ont conclu leur storyline, ils restent quand même dans la série, ils ont quand même un fil rouge par la suite. Ils sont là, ils aident les personnages principaux puisque eux-mêmes les ont aidés. Et c'est pour moi qui décrit le mieux le côté handicap, qui n'est pas juste là, juste que pour les scénarios, mais on sent que le scénariste et le réalisateur connaissent vraiment le sujet, et il y a vraiment un développement sur le suivi des patients de cet hôpital, sur l'analyse de leur maladie. C'est même pas vraiment un drama médical, mais vraiment le drama fait très bien son job pour développer ces personnages-là. Et c'est très bien écrit, c'est très bien géré. C'est un des dramas les plus psychologiques que j'ai pu voir et qui gère aussi très bien tout ce côté psychologique, puisque Moon Sang-tae, en plus d'être autiste, a aussi des traumatismes de son passé, de son enfance,
où il fait des cauchemars toujours aux mêmes périodes de l'année, et des cauchemars qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à analyser, et petit à petit il va essayer de comprendre les flashs de ses souvenirs qu'il possède, ces indices qu'il a, et c'est tout ça qui s'emboîte en fait un drama vraiment superbe, sublime. Et pour le côté littérature, eh ben, on suit justement l'avancée de l'écriture et de la collaboration entre un écrivain et un illustrateur qui est assez intéressant et bien mené dans le drama. Il y a aussi tout le côté édition qui est très bien montré, puisque dans les personnages secondaires, il y a un personnage assez important qui est l'éditeur principal de Go Min-young, qui la suit à travers sa campagne. Très intéressant de voir l'évolution de ce travail-là entre l'illustrateur et l'écrivain, et comment l'éditeur fait le lien entre tout ça, si une bonne place qui est faite pour la communication autour des romans, qui est assez intéressante à voir aussi, puisque ça se fait pas forcément de la même manière que la communication chez nous en France. Et c'est un de mes dramas préférés que je vous conseille de tout cœur. Et enfin, je vous présente le dernier drama de cette sélection. Il s'agit de Lovely Wither, un drama thaïlandais sorti en 2021 qui fait 12 épisodes que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ceux qui l'ont vu, ce drama thaïlandais, peuvent être assez surpris de sa place dans cette sélection, puisque vraiment les 3 premiers épisodes, insupportables à regarder par la présence du bruitage dans la réalisation. Le bruitage, c'est sans arrêt à chaque scène, et en fait la production a reçu énormément de plaintes de la part du public. Du coup, après le 3e épisode, c'est beaucoup mieux. C'est plus supportable. Et là, surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit le côté de l'édition numérique. En fait, ils ont un concept dans certains pays d'Asie, notamment en Thaïlande et en Chine, où les éditions proposent à leurs auteurs de se faire publier sur des plateformes vraiment à eux. Et plus leur histoire a des vues, plus leur histoire est populaire et connue, plus ils perçoivent de bonus en plus de leur rémunération de base, et plus ils ont de chances d'être adaptés forcément à la télé et d'avoir une édition format papier. Et c'est ce qui va passer pour notre personnage ici, Jen, qui est un écrivain. Et un jour, son éditrice lui propose de changer de genre, d'écrire du boss love, puisque c'est le genre qui est le plus populaire à ce moment-là, actuellement. Et Jen, sur le coup, il est pas très chaud. Le boss love, il y connaît rien, il n'a jamais eu la moindre expérience amoureuse. Et pour lui, c'est pas forcément le genre qu'il maîtrise le mieux, mais il n'a pas trop de choix. S'il veut rester dans cette maison d'édition là, il est plus ou moins obligé d'écrire ce roman, et il va avoir énormément de succès au point qu'une adaptation est prévue autour de ce roman, et il va devoir s'investir à la production, notamment au casting pour ses personnages. Il va rencontrer Nupsib, un jeune acteur de 20 ans qui décroche le rôle principal, sauf qu'autour de lui, il est à chaque fois mal à l'aise. Il va n'avoir d'autre choix que de l'héberger pour pouvoir l'aider quelque temps, malgré cette gêne qu'il ressent autour de lui. Et bien sûr, comme il s'agit d'un boss love, ils vont tomber amoureux. Et comme je le disais, vraiment l'aspect édition numérique est assez intéressant, puisque ça change déjà des 4 autres dramas qui sont des maisons d'édition et qui tournent autour d'auteurs qui publient sur du format papier. Là, ils publient un web roman, et du coup ça change la donne. Ce n'est pas du tout le même principe de commerce, ni même du tout le même principe de communication autour. Donc je trouvais ça intéressant de l'intégrer parmi ces 5 dramas que je vous conseille. Et vous dites-moi si vous connaissez des dramas qui parlent de littérature en dehors de cela, lesquels vous conseillerez. Si vous avez vu ces 5 dramas là, je serais ravie d'avoir votre avis dessus, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.